Bonjour, une petite vidéo spécialement pour les élèves de Diabéring, en Casamance, Sénégal. Bien, donc vous étudiez l'Apologie de Socrate. Moi, ce n'est pas une œuvre que j'étudie avec mes élèves, mais évidemment, je l'ai lue. Je ne l'ai pas sur moi, donc je ne vais pas vous faire un cours très très précis sur l'œuvre même, mais quelques mots qui vous permettront peut-être de mieux la comprendre. Et dans une vidéo suivante, je vous ferai un cours beaucoup plus précis sur l'œuvre qui suit immédiatement l'Apologie de Socrate, qui est le Criton. Hein, le Criton, je l'ai étudié avec mes élèves. En gros, l'Apologie de Socrate, c'est l'histoire du procès qui a été fait par la démocratie athénienne à Socrate, où il était accusé d'impiété, c'est-à-dire le fait de ne pas respecter, vénérer les dieux, et de subversion de la jeunesse. On pensait que Socrate était subversif, qu'il détournait les jeunes du droit chemin. On verra pourquoi. En fin de compte, Socrate dérangeait beaucoup de monde. On verra pourquoi aussi. Ça, c'est l'apologie de Socrate. Et donc, tout de suite, à la fin de l'apologie, Socrate est condamné à mort, mais donc il est mis en prison, mais il ne va pas être exécuté tout de suite, parce qu'il y avait une tradition qui interdisait d'exécuter des condamnés tant que le bateau qui était parti à Délos n'était pas revenu. Bon, voilà. Socrate est resté pas mal de temps en prison. Et pendant ce temps, les amis de Socrate venaient le voir en prison pour essayer de le convaincre, de le persuader de s'enfuir. Parce qu'à l'époque, bon, quand on était condamné à mort, c'était pas la mort. C'était très facile de payer les gardiens et de s'enfuir de prison pour pas aller vivre dans une cité voisine. Et donc dans le Criton, l'œuvre qui suit l'apologie de Socrate, donc c'est l'histoire, c'est comment est-ce que les amis de Socrate, et notamment un de ses amis Criton, essayent de persuader Socrate de s'enfuir pour sauver sa vie, et Socrate va refuser, on verra pourquoi. Donc pour l'instant, quelques mots pour mieux comprendre l'apologie de Socrate. Pourquoi Socrate a été condamné, d'abord accusé, et à la fin de l'apologie, condamné. C'est Socrate qui a fait lui-même sa propre défense, mais il n'a pas joué vraiment le rôle d'un avocat. Il a essayé d'amener ses juges à penser par eux-mêmes, et ça n'a pas été très efficace comme défense. Voilà. Alors, qui était Socrate? On considère généralement que Socrate, c'est le père de la philosophie comme discipline. C'est le premier des philosophes. Ça ne veut pas dire qu'avant les gens ne pensaient pas, mais c'est notamment son enseignement et sa posture dans la vie qui va être décisive et qui va faire qu'on considère Socrate vraiment comme le fondateur de la philosophie, comme discipline. Alors Socrate, il vit au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est le siècle de l'invention de la démocratie à Athènes, où Socrate vit. Ça va être très important, parce qu'en démocratie, quand on veut avoir le pouvoir, il ne suffit pas d'être bien né. Le pouvoir n'est pas transmis de père en fils. Dans une démocratie, si on veut avoir le pouvoir, il ne faut pas être le plus fort. Ce ne sont pas les armes qui donnent le pouvoir. Dans une démocratie, quand on veut le pouvoir, eh bien, il faut faire en sorte que le peuple, des citoyens, ceux qui votent, ceux qui décident, puisque la démocratie, c'est le pouvoir donné au peuple, il va falloir faire en sorte que la majorité adhère à ce qu'on dit et à ce qu'on propose. Et donc, dans une démocratie, pour avoir le pouvoir, il faut être capable de faire des beaux discours, des discours qui persuadent, qui convainquent. On verra la différence entre ces deux termes plus tard. Il faut savoir emporter l'adhésion du peuple. Et donc, en démocratie, la parole va prendre une place toute nouvelle. La parole va devenir instrument de pouvoir. Ceux qui savent bien parler, ceux qui font des beaux discours persuasifs, vont emporter l'adhésion du peuple.
et donc vont obtenir le pouvoir. Bien, quelques mots quand même, la démocratie à Athènes, c'est pas la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Athènes déjà c'est une toute petite cité, donc les choses se faisaient directement et tout le monde n'était pas citoyen, hein. Il y avait pas mal de conditions pour être citoyen et être considéré comme faisant partie du peuple. Il fallait déjà être un homme libre, un homme libre, et il fallait avoir une certaine fortune. Bien, mais il n'empêche que dans la démocratie, c'est le peuple qui choisit. Et si je veux avoir du pouvoir en démocratie, je dois être capable d'emporter l'adhésion du peuple, en tout cas de la plus grande partie du peuple. C'est pourquoi la parole devient instrument de pouvoir. Et donc dans ce contexte, des personnages vont apparaître et vont devenir très importants. Ce sont les sophistes. Les sophistes, ce sont les premiers professeurs payants. Et ils se font payer pourquoi ? Pour enseigner l'art du discours persuasif, pour enseigner la rhétorique. Alors que faisaient les sophistes ? Ils enseignaient à leurs élèves à faire de beaux discours de manière à emporter l'adhésion de l'auditoire. Ce qui intéressait les sophistes, ce n'était pas la vérité, ce n'était pas la justice. D'ailleurs, pour la plupart, les sophistes pensaient qu'il n'y avait pas de vérité universelle et donc pas de juste universel. Ce qui intéressait les sophistes, c'est d'apprendre à leurs élèves à défendre n'importe quelle position de manière efficace, grâce à des beaux discours. C'est tout un art, peut-être toute une cuisine de savoir faire ça. Il faut déjà bien manier la langue, bien connaître pas mal de vocabulaire, connaître la syntaxe, donc il y a des qualités linguistiques. Mais il y a aussi des qualités de présence. Pour avoir du charisme, il faut savoir bien se tenir, bien poser sa voix, etc. Mais il y a aussi des qualités psychologiques pour faire un discours efficace. Il faut savoir s'adresser, s'adapter à son auditoire, jouer de ses faiblesses, faire peur quand il faut faire peur, vanter la vanité de l'auditoire. Oh oui, vous êtes intelligent, quelqu'un d'intelligent ne peut pas ignorer que, etc. Donc, toutes ces qualités-là étaient enseignées par les sophistes et le but, c'était d'être capable de faire des discours efficaces pour emporter le pouvoir sans souci de justice ni de vérité. Et là, Socrate va s'opposer aux sophistes. Pourquoi ? Parce qu'il considère que la parole, c'est quelque chose de précieux. La parole doit servir à rechercher ensemble, dans le dialogue, la vérité. C'est ce qu'on appelle la dialectique. Quand on discute, non pas dans le but d'avoir tort ou raison, pas dans le but de gagner ou de perdre. Non, on n'a pas le but de perdre. Non, la dialectique, c'est quand on discute, quand on utilise la parole pour s'approcher ensemble de plus en plus de la vérité. Et Socrate considérait qu'on n'avait pas le droit d'instrumentaliser la parole simplement pour avoir le pouvoir. Et donc Socrate s'est rebellé contre les sophistes et il les a beaucoup ridiculisés. Il faut savoir qu'à l'époque, les hommes libres passaient une grande partie de leur temps à discuter ensemble sur la place publique des affaires politiques. Et parmi les gens qui discutaient, il y avait les sophistes et les élèves des sophistes qui étaient capables de faire des très beaux discours, des discours brillants mais qui se souciaient guère de la vérité. Et là, Socrate arrivait. Alors on dit que Socrate, c'était un homme moche. Je ne sais pas ce que ça veut dire moche, mais tout le monde disait qu'il était moche, pas bien habillé, il payait pas de mine. Et il arrivait dans les groupes de parole, il écoutait le discours des sophistes, et au départ, il disait rien. Et puis il disait, oh, c'est intéressant, il avait l'air d'apprécier les discours. Et mine de rien, il posait des questions. Parce que Socrate, il était très fin pour voir ce qui ne tenait pas dans un discours, ce qui n'était pas logique. Il voyait bien toutes les failles des discours, aussi brillants
soit les discours. Et donc il posait des questions, mine de rien. Et à force de poser des questions, il amenait les sophistes ou leurs élèves à se contredire et d'une certaine manière à se ridiculiser. Et donc il était assez mal vu, Socrate, on avait peur de lui. Donc il s'est fait beaucoup d'ennemis parmi les sophistes. Il s'est fait pas mal d'ennemis aussi parmi les tenants de la tradition, qui n'étaient pas des sophistes, mais qui pensaient que on devait tenir pour vrai ce qui était traditionnellement considéré comme vrai, qu'on devait considérer que ce qui était juste, c'est ce qui était traditionnellement tenu pour juste. Donc les tenants de la tradition n'aimaient pas non plus Socrate, parce que Socrate considérait que pour trouver la vérité, il ne fallait pas simplement la recevoir de la génération d'avant, de la tradition, mais qu'il fallait utiliser notre raison. Et donc Socrate aussi remettait en question euh, ce que disait la tradition. Bon, je ne l'ai pas dit, donc il faut que je le dise. Socrate n'a jamais rien écrit. On le considère comme le premier des philosophes, mais il n'a jamais rien écrit. Il n'a fait que parler et enseigner. Et on verra que son enseignement ne consistait pas à affirmer des choses. Alors, une chose qui est racontée dans l'Apologie de Socrate, on raconte que Socrate, un ami de Socrate, est allé voir l'oracle de Delphes. Et les dieux, les oracles lui ont dit, donc les dieux ont dit à Caëréphon, par l'intermédiaire des oracles, que la personne la plus sage d'Athènes, c'était Socrate. Et Caëréphon est allé voir Socrate et il lui a dit les dieux nous ont affirmé que tu étais la personne la plus sage. Et Socrate, qui ne se considérait pas du tout comme sage, parce qu'il avait plutôt des questions que des réponses, Socrate donc a fait son enquête. Et c'est ce qu'il raconte dans l'Apologie de Socrate. Il est allé voir toutes les personnes qui étaient considérées comme sages à Athènes. Il les a écoutées. Et ensuite, il est revenu et il a eu cette conclusion. C'est vrai, l'oracle a raison. Certes, moi, je ne sais pas grand-chose, je ne sais rien, mais au moins, je ne me targue pas de savoir, au moins je n'ai pas l'illusion d'avoir la connaissance, tandis que eux, ces gens qui sont considérés comme sages, ne savent rien en fin de compte. Et pourtant, ils se considèrent comme sages. Donc je suis plus sage que ces gens-là, parce que au moins, moi, je suis conscient de ne pas l'être. Peut-être que je ne sais rien, mais au moins, je sais que je ne sais rien. Et ça, c'est déjà un grand pas. C'est un grand pas déjà que de prendre conscience que nous ne possédons pas la connaissance. C'est un premier pas vers la connaissance, parce que celui qui croit tout savoir, celui qui croit avoir tout compris, il ne se met même pas en chemin. Nul n'est moins sage que celui qui se targue de l'être sans se poser de questions. Donc Socrate a dit « Je ne sais rien, je sais une chose, c'est que je ne sais rien ». Mais c'est déjà génial, parce que si je sais que je ne sais rien, au moins je ne suis pas dans l'illusion de savoir et au moins je peux me mettre en chemin. Voilà. Donc si Socrate a été considéré comme le premier des philosophes, c'est notamment grâce à son enseignement, parce qu'il y avait des gens qui ne le supportaient pas Socrate, mais il y avait des gens quand même qui voyaient que c'était quelqu'un qui avait quelque chose à donner. Et donc, il avait des élèves. Et son enseignement a marqué le début de la philosophie comme discipline. Ça se faisait en 2 temps. Le premier temps de l'enseignement socratique, c'est l'ironie. Ironie, ça veut dire poser des questions. Mais il y a aussi dans la notion d'ironie l'idée qu'on se moque un peu d'une personne. Quand on est ironique, on se moque un peu. On verra pourquoi. Parce que dans un premier temps, Socrate partait de ce que ses élèves avaient comme opinion. Un élève, c'est pas un vase vide qu'il faut remplir. L'élève, il a déjà des idées, il a même des tas d'idées, il a déjà des tas d'opinions. Et donc Socrate commençait par une question. Il posait une question et il voyait les réponses de ses élèves. Les élèves avaient toujours des réponses. Et face à une réponse d'un élève, Socrate commençait à dire « Oh, c'est intéressant ce que tu dis ».
Et puis comme avec les sophistes, il posait des questions. Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? Quelle définition tu donnes à ce mot? Et Socrate posait des questions à son élève qui pensait savoir. Et à force de poser des questions, il amenait l'élève à se rendre compte que ce qu'il pensait savoir ne tenait pas la route. L'élève se rendait compte que, certes, il pensait connaître quelque chose, mais que c'était de l'illusion, que ça tenait pas fondamentalement la route. L'élève n'arrivait pas à répondre aux questions de Socrate. Et ce qu'il pensait savoir n'était pas un véritable savoir, c'était une opinion, c'était une illusion de savoir. Et donc, à la fin de l'ironie, l'élève qui pensait savoir au départ se rend compte qu'il ne sait pas. Et ça, c'est déjà un grand pas, on vient de le voir. Parce que quand l'élève se rend compte qu'il ne sait pas, s'il n'est pas vexé, s'il ne part pas en courant, eh bien, quand l'élève se rend compte qu'il ne sait pas, l'élève va pouvoir se mettre en chemin et va pouvoir vraiment chercher. Donc, l'ironie, première étape de l'enseignement socratique, c'est le processus par lequel Socrate, en posant des questions embarrassantes à son élève, l'amène à reconnaître son ignorance pour le mettre en recherche. Il fait passer l'élève de l'illusion de savoir à la conscience de l'ignorance. Et ça, c'est le premier pas à faire pour entrer en philosophie. Une fois que cette étape est faite, l'élève est en quête de savoir. Il ne comprend pas, mais il veut comprendre. Là peut commencer la deuxième étape, la maïeutique. Maïeutique, ça veut dire en grec accouchement. Et donc, dans cette étape, Socrate ne va pas apporter une réponse toute faite à son élève. Il va l'aider à accoucher de la vérité que l'élève porte en lui-même. Et donc Socrate, en réponse aux questions de l'élève qui veut chercher, qui veut comprendre, Socrate va continuer à poser des questions à l'élève. Mais cette fois-ci, les questions qu'il pose vont amener l'élève à chercher en lui-même et à essayer de trouver en lui-même la réponse à la question qu'il se pose. Socrate, la maman de Socrate était sage-femme. Une sage-femme, ça n'apporte pas un bébé tout prêt à la maman, qui serait vide de bébé. La sage-femme, on pourrait dire qu'elle sert à rien, parce qu'elle n'a rien à apporter. Et pourtant, elle est précieuse, parce qu'elle va guider la mère pour que la mère accouche dans les meilleures conditions. Elle va dire à la mère, là tu dois pousser, là tu dois te reposer, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, je suis avec toi. Et donc la sage-femme va aider la mère à mettre au monde le bébé qu'elle porte déjà en elle. Eh bien Socrate disait, comme ma mère, je suis un accoucheur, mais moi je suis un accoucheur d'âme. Par mes questions, donc, j'aide l'élève, je le guide pour qu'il aille trouver en lui-même la vérité. Parce que mon élève est un être de raison et il porte en lui la vérité. Donc la vérité, il ne faut pas aller la chercher dans la tradition. La vérité, il ne faut pas essayer de la mimer en faisant des discours qui sont simplement brillants, mais qui se fichent de la vérité. La vérité, il faut aller la chercher en nous-mêmes. Voilà, c'est ça le propre de la philosophie et je crois que tous les philosophes se reconnaissent là-dedans. Il s'agit d'abord d'essayer de faire place neuve, chasser toutes nos fausses certitudes, nos opinions, nos illusions de savoir. Et ensuite, avec confiance, essayer de chercher en nous-mêmes la vérité que nous portons en nous. Voilà, et donc Socrate s'est fait beaucoup d'ennemis, notamment quand même parmi les tenants de la tradition. C'est pour ça qu'on l'a accusé, c'est pour ça qu'on l'a condamné. Pourquoi est-ce que la défense de Socrate dans l'apologie de Socrate n'a pas été très efficace? Parce qu'au lieu de jouer à l'avocat, Socrate a voulu faire de la maïeutique avec ses juges. Et évidemment, c'est pas ce que les juges attendaient. Donc il a été condamné à mort. Une des conclusions de l'apologie de Socrate, une citation de l'apologie de Socrate, Socrate dit « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». C'est-à-dire que l'homme est un être qui est fait pour penser par lui-même, pour utiliser sa raison, pour utiliser la parole, pour chercher la vérité.
Et une vie humaine ne vaut pas la peine d'être vécue si on ne fait pas cet effort déjà pour essayer de faire place neuve, pour chasser toutes ces pensées qui sont en nous et qui ne sont pas les nôtres, puisqu'on ne les a pas vraiment, vraiment pensées jusqu'au bout. Ces pensées qui nous encombrent. Donc d'abord faire cet effort de chasser les fausses certitudes, les opinions qui nous encombrent, qui voilent la vérité, qui la recouvrent. Et puis ensuite, d'essayer d'aller trouver en nous-mêmes cette vérité qui serait posée en nous. En grec, le mot vérité se dit aletheia, dévoilement, ou alors réveil d'un assoupissement. Comme si justement la vérité elle est bien en nous, mais elle est recouverte d'un voile épais et de plusieurs couches de voiles, les voiles des fausses certitudes, des opinions. Et pour aller chercher cette vérité, il faut aller la dévoiler. Comme si à l'état pré-philosophique, nous étions comme endormis dans une sorte de rêve et qu'il fallait s'éveiller à nous-mêmes. Donc une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc Socrate est condamné à mort, mais il ne regrette rien. Il a fait son travail d'être humain. Et il nous encourage à faire de même. Voilà quelques mots. J'espère que je me suis pas trop répétée. J'espère que c'est compréhensible. Je souhaite bon courage à tout le monde et notamment donc aux élèves de Diembéring. Allez, une prochaine vidéo sur le Criton. Bye bye.